Salut, c'est Alain. Le Moyen-Âge, tous les enfants vous le diront, ce sont de belles histoires de chevaliers et de princesses, et les premiers ne font finalement qu'accomplir de magnifiques exploits pour conquérir le cœur des deuxièmes. C'est à peu près ça, non? Alors, pour une fois, et pour élever notre âme, parlons donc d'amour. De cet amour, pas forcément conjugal, mystérieux et extraordinaire à la fois, qui anime autant les hommes que les femmes, qui est à la base même de ce qu'on appelle le romantisme, et qui sera pourtant inventé des siècles plus tard, mais qu'au XIIe siècle, on qualifie de courtois. Idéal, platonique, romantique donc? Oui, l'amour courtois est sans doute un peu de tout cela. Mais il est surtout beaucoup plus. C'est une tranquille révolution dans les rapports entre les hommes et les femmes, dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Je m'explique. Tout commence, dit-on, avec un homme, Guillaume IX, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, grand-père d'Aliénor, le premier des troubadours, l'homme qui aurait inventé le genre, c'est-à-dire qu'on ne dispose d'aucune source montrant que d'autres l'auraient fait avant lui. L'homme est complexe, et il ne lui est évidemment pas venu un beau matin l'envie de chanter cet amour courtois, cette fine amore, comme on l'appelle en Languedoc. En fait, c'est même tout le contraire. Pendant longtemps, c'est un paillard qui affiche un irrespect provocateur envers l'Église et affiche ouvertement envers les femmes un libertinage cynique. Et puis, progressivement, il prend conscience des évolutions du monde qui l'entoure, et après un certain mysticisme plus ou moins formel, il va lui-même, avec la même énergie qu'il montrait auparavant à se moquer, devenir l'un des acteurs de ce changement, en montrant dans sa poésie l'explosion d'une exaltation amoureuse où la femme, qui est tout d'un coup sublimée, se présente comme la suzeraine dans le couple. Ce que je veux dire, c'est que si l'expression artistique de cet amour courtois vient incontestablement de Guillaume IX, les racines sont beaucoup plus profondes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans la mesure où cela parle d'amour humain, voire même charnel, elles sont en grande partie religieuses. Bon, avant d'expliquer ça, essayons quand même de comprendre ce que représente concrètement cet amour courtois. Pour faire simple, on va dire qu'il s'agit d'un amour vrai, pur, généreux, fondé sur de vrais sentiments et menant à une vraie belle relation entre les amants. Mais attention, s'il y a clairement un côté idéal là-dedans, il ne faut surtout pas croire qu'il n'y a que ça. Ce n'est pas une sorte d'idéal mièvre et sirupeux, mais une révolution culturelle dans les relations du couple en particulier et entre hommes et femmes en général. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un élément à part entière du système féodal, que j'avais présenté dans une autre vidéo. De même qu'il y a une chevalerie guerrière, il y a une chevalerie d'amour. Ouais, d'accord, dit comme ça fait un peu cucu. Il est extrêmement difficile pour nous de nous projeter dans la mentalité de l'époque. Mais il faut arriver à oublier nos a priori modernes et à nous projeter dans cette société féodale. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on dispose de sources pour essayer de mieux comprendre. Il y a les poèmes, fabliaux et romans, bien sûr, mais il y a aussi un ouvrage, De Amore en latin, qu'on traduit habituellement par le Traité de l'amour, écrit vers 1185 à la demande de Marie de Champagne, fille du roi Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine, par un clerc dénommé André le Chapelain. Pas une exégèse a posteriori donc, mais un truc écrit en plein milieu de cette révolution culturelle. Ça vous paraît peut-être excessif que je parle de révolution, mais rendez-vous compte que dans ce monde de courtoisie, non seulement la femme est l'égale de l'homme, mais il y a aussi une vraie remise à plat des différences sociales. André le Chapelain explique comment un seigneur doit s'adresser à une dame selon qu'elle est de condition inférieure, égale ou supérieure à la sienne, et idem pour les dames. Mais surtout, il insiste sur le fait que la noblesse véritable est celle des mœurs et des manières,
et qu'elle vaut infiniment plus en courtoisie que celle de la naissance. Il convient mieux à qui est noble dans ses mœurs de se choisir un amant de mœurs nobles que de chercher quelqu'un de haut placé mais inculte, dit-il. La société féodale a beau être hyper hiérarchisée, les règles énoncées par André Le Chapelain veulent précisément combler la distance entre la haute dame et l'homme du commun. Renversant, non? Ce n'est pas comme ça qu'on imagine habituellement le Moyen-Âge. Alors, c'est bien joli ce truc. Mais concrètement, cela se traduit comment? Bien, c'est assez simple en fait. L'amour passe avant tout, et il se doit d'être héroïque. En gros, ça veut dire qu'on passe d'une espèce d'état barbare à un état civilisé où tous les actes sont observés à la lumière de cet état d'esprit. Dame Mélisande, que votre grâce m'accorde le droit de conquérir votre amour. Qu'elle me donne ainsi celui de répondre à sa discipline. Jeune chevalier Gondebaud, laisse-moi examiner le souffle qui t'anime. Dis-moi à quoi ressemble ta matinée. J'ai chassé 12 brigands. Oh bien sûr, c'est un mouvement qui vient du haut de la société et qui touche beaucoup plus les princes que le dernier des serfs. Mais quand même, par ricochet, tout le monde est touché à des degrés divers. Concrètement, chacun, homme ou femme, se doit de se donner entièrement, corps et âme, sans arrière-pensée, à la personne aimée. Quand je dis corps et âme, je ne parle pas forcément de sexualité, mais je vais y revenir. Mais ce qui est énorme, c'est que pour décider de ce qui est bien ou pas, se mettent en place des cours d'amour. Attention, ce ne sont pas des cours dans le sens cour princière, mais plutôt dans le sens cour de justice. Mais ce n'est pas une sorte de jeu de société pour femmes riches désœuvrées. Encore une fois, il faut voir ça sous l'angle féodal. Le jugement d'amour, la cour d'amour, sont des compléments, des équivalents presque, de la fidélité, de l'hommage vassalique. Ce n'est pas un hasard si le mot hommage est utilisé dans les deux contextes. Mais n'allez surtout pas croire que c'est une parodie. Bien sûr qu'il y a un côté activité mondaine. La cour d'amour, ce sont des dames de haut lignage, des chevaliers, des poètes, des ménestrels. Mais dames et chevaliers y examinent très sérieusement les cas qui leur sont soumis et recourent au besoin à l'arbitrage des plus grands experts dans le domaine. Et les décisions font jurisprudence en quelque sorte et contribuent au savoir-vivre de toute la société. Alors, puisqu'on parle de choses concrètes, qu'en est-il de la sexualité dans cette fine mort? Parce que si on regarde la littérature, on a quand même parfois des choses assez crues. Comme ce texte, tiré du roman d'Amy et Amyle, vers 1200, qui raconte que Bélissen, fille d'empereur, se fait passer pour une chambrière pour coucher avec Amyle, fils de comte. À ces mots, la jeune fille est toute contente. Elle s'est approchée du comte, plus près encore, sans dire un mot. Elle se garde bien de répondre. Le comte sent son corps mince et délicat. Il ne s'écarte pas, car le désir s'empare de lui. Il lui plaît de sentir contre sa poitrine les petits seins aussi durs presque que la pierre. Oui, enfin bon, bref. Là, c'est complexe, parce que plusieurs choses s'opposent. Toute la question est de situer la question de l'amour charnel par rapport au mariage. En fait, le mariage médiéval ne ressemble pas au nôtre aujourd'hui. L'amour en est souvent totalement absent, le romantisme encore plus. Le mariage, il est habituellement voulu par les parents. Dans tous les milieux sociaux, c'est une association entre deux parties pour des raisons de pouvoir, de richesse ou de sécurité. Mais la notion de mariage d'amour n'existe tout simplement pas. Je ne dis pas que l'amour en est systématiquement absent. Je dis que l'amour n'est pas la justification du mariage. De toute façon, Marie de Champagne l'a bien dit lors d'un de ces arbitrages dont je parlais tout à l'heure. Nous affirmons comme pleinement établi que l'amour ne peut étendre ses droits entre deux époux. Et d'évoquer la liberté inhérente à l'amour, alors que dans le mariage, on a des devoirs conjugaux. Les amants, eux, se donnent l'un à l'autre gratuitement, hors de toute obligation.
Et du coup, les époux ne se connaissant souvent quasiment pas, ils sont amenés à chercher l'amour ailleurs. Dans le mariage, la sexualité n'a qu'un seul but trivial, procréer, pour assurer une descendance et la survie du nom, des possessions, voire des titres éventuels. Ouais, mais si on va chercher l'amour en dehors du mariage, l'amour courtois devient une apologie de l'adultère. C'est d'ailleurs bien ce qui se passe dans l'extrait que je vous ai cité. Mais aussi dans Tristan et Iseult et plein d'autres textes littéraires, à commencer par le modèle du genre, Guenièvre qui couche avec Lancelot. Et par conséquent, j'avais espéré que vous pourriez m'enseigner un peu les choses de l'amour. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Eh bien en fait, non. Parce que l'adultère, c'est mal, aux yeux de Dieu. Et que la courtoisie, c'est d'abord plaire à Dieu par la perfection de son comportement. Et on ne peut pas plaire à sa dame, ou à son chevalier, si on ne sait pas résister à ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est QFD. Oh bien sûr, il y a eu des coucheries de droite et de gauche. Dans un monde où les époux sont des étrangers, où les hommes sont constamment partis, c'est inévitable. Mais ce n'est pas ce que prône le modèle courtois. Au contraire. En fait, ça va même plus loin que ça, et là, on touche aux racines mêmes de l'amour courtois, aux raisons pour lesquelles il a autant impacté la société des XIIe et XIIIe siècles. Bon, on ne va pas se mentir, le fait que les plus grandes actrices de ce mouvement, Aliénor d'Aquitaine et Marie de Champagne, aient été les héritières de Guillaume IX, l'inventeur du bazar, n'y est évidemment pas pour rien. Mais revenons au lien avec la féodalité et avec la notion de lien vassalique. C'est un point important. Pas une parodie donc, mais une sorte d'écho, de contrepoint aux relations entre le suzerain et son vassal. D'un côté, une relation née de la guerre, de l'autre, une relation née de l'amour. Toutes les deux sont exigeantes, voire héroïques, mais profondes et formant ensemble comme une espèce d'équilibre. Et puis, bien sûr, il y a une racine religieuse. Eh oui, au Moyen-Âge, il y a toujours un lien avec la foi chrétienne, puisque celle-ci est alors au centre de toutes les préoccupations. Mais revenons en arrière, au VIe siècle précisément, vers 576. En ce temps-là, la reine Radegonde, veuve du roi franc Clotaire Ier, fils de Clovis, vous me suivez toujours? Bref, Radegonde donc entre au couvent. Mais là, un poète, Fortunat, tombe sous son charme et compose pour elle des poèmes pénétrés d'admiration, d'amour, de respect. Une véritable intimité d'âme se construit entre eux. C'est déjà de la fine à mort, et quand il parle d'elle, Fortunat utilise un vocabulaire habituellement réservé à la Sainte Vierge. Et c'est bien là le point important. La dame ultime, pour le chevalier, c'est la Vierge Marie. Et le chevalier parfait, bien sûr, c'est le Christ. C'est pour ça que l'amour dont on parle ici est un amour sublimé et qu'il est parfaitement accepté par l'Église, au point que les sources, André le Chapelain et d'autres, sont des membres du clergé. Alors que nous reste-t-il de tout ça? Lié à la féodalité, on peut dire que l'amour courtois a décliné en même temps qu'elle, au cours du XIIIe siècle. Déjà, il nous reste une belle littérature. C'est déjà ça, et ce n'est pas si mal. Mais il va surtout rester une philosophie de vie qui, par rapport aux temps plus anciens, et en particulier à l'Antiquité, établissent des règles primordiales de savoir-vivre entre hommes et femmes. Il est évidemment dommage qu'une grande partie de tout ça ait été quasiment ruinée au XVIe siècle et jusqu'au XIXe. Mais malgré tout, la notion de courtoisie au sens moderne est restée, et vient bien de là. De même que la notion de galanterie, qui a longtemps fait la réputation de la France.